8h21, l'invité des matins, Paul Jorion, anthropologue, sociologue, chroniqueur pour Le Monde Économie, pour BFM Business, avec un dernier ouvrage publié à l'automne dernier, dans cet automne-là, Le Prix aux éditions du Croquant. Nous vous avons invité, Paul Jorion, à l'occasion de ce qu'on appelle l'appel d'Éric Cantona, qui encore une fois au départ est un entretien donné à une interview de presse écrite, filmée, relayée sur le net pour retirer l'argent de sa banque, vider son compte bancaire. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il va le faire, lui, que c'est important qu'il le fasse, ou encore une fois, il vaut mieux s'intéresser aux symptômes que cela définit de la situation actuelle, Paul Jorion? Oui, je crois qu'il vaut mieux s'intéresser aux symptômes. Aux symptômes, c'est ce qu'il a dit et surtout, c'est l'écho que ça a eu. Je regardais hier et il y a quand même 220 000 personnes dans le monde anglo-saxon qui ont regardé la vidéo avec la traduction anglaise. Donc ça porte. Est-ce que les gens vont le faire? Est-ce que lui va le faire? Je dirais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est l'écho que ça a eu, non seulement parmi les gens qui sont favorables à son initiative, mais surtout, ce qui est très révélateur, ce sont les réactions de crispation un peu énervées de gens qui dirigent les affaires et qui ont pris ça, qui auraient dû normalement ignorer ce genre de choses, mais qui n'ont pas pu s'empêcher de montrer la nervosité qui existe au sommet par rapport à des initiatives qui se disent révolutionnaires, insurrectionnelles, etc. Parce que c'est quand même ça l'idée, même s'il insiste sur le fait qu'il veut personnellement une révolution douce, non violente, etc. Alors, cela dit, vous, Paul Jorion, vous n'êtes pas nécessairement sur cette base-là quant à ce qu'il faut faire pour remettre de la vertu, de la moralité dans le système financier. Votre cheval de bataille, en l'occurrence, et on le voit d'ailleurs à nouveau dans votre ouvrage Le Prix, c'est la question de la spéculation. Oui, excusez-moi, la spéculation, c'est un aspect. Non, ce qu'il y a surtout, c'est qu'on a une société qui a évolué d'une manière bien particulière. C'est-à-dire qu'on a un système économique et un système financier qui se caractérise par le fait que il était plus moral qu'il n'était au début du 19e. Il a été plus moral qu'il ne l'est. Il a été beaucoup plus moral. Il y a une dégradation. Qu'est-ce qu'on appelle moral? C'est-à-dire on n'essayait pas de frauder systématiquement. Il y a toujours eu des aigrefins, il y a toujours eu des filous, il y a toujours eu des escrocs. Mais ceci dit, au point de vue de l'encadrement juridique, il y avait un beaucoup plus grand souci d'équité, d'éthique qui se trouvait dans le système financier. Et c'est à partir du 19e siècle que les choses ont commencé à se dégrader. C'est pas récent. Il y a une érosion qui date du milieu du 19e siècle et qui petit à petit fait son chemin, c'est-à-dire un laxisme de plus en plus grand, une tolérance à la fraude de plus en plus grand, les juristes qui embrayent le pas à ce qu'exigent les milieux d'affaires. Dans le cas, par exemple, des paris sur les fluctuations de prix, il y a un entérinement qui n'est pas spécialement français, on voit dans toute l'Europe, un entérinement pur et simple de pratiques qui étaient des pratiques qui étaient condamnées, et simplement on finit par les accepter. Et ça continue au XXe siècle. Il y a une coupure, bien entendu, vers 1933 et qui se manifeste aux États-Unis par le New Deal. Il y a une tentative de moralisation et puis après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, ça repart et on arrive à des sommets à partir des années 1975, c'est-à-dire la dérégulation, la suppression du Glass-Steagall Act aux États-Unis. Et on en parlait tout à l'heure à propos de Madoff, la question était bien posée dans la revue de presse. Est-ce que cette pyramide était connue du milieu financier? Est-ce qu'il y avait une approbation? Est-ce qu'il y avait une ignorance ou simplement fermer les yeux sur ce qui se passait, qui était une pyramide? Il est probable, maintenant on voit qu'il est probable qu'un certain nombre de gens savaient de quoi il s'agissait et l'entérinaient et vendaient le produit comme étant un produit valable. On l'a vu maintenant récemment avec Goldman Sachs et d'autres banques américaines, c'est-à-dire des établissements financiers qui provoquent une catastrophe et qui ensuite essayent de se refaire en pariant sur le fait qu'on va pouvoir revendre ces produits toxiques à des clients de la banque et on va parier sur la perte, sur le fait que ces produits ne vaudront rien. Et il y a des commissions aux États-Unis, ces gens passent et
on les condamne à 500 millions de dollars, c'est-à-dire on les condamne à payer les bénéfices d'une semaine pour réparer ça. Ce n'est pas à la hauteur du problème. Il aurait fallu que des banques qui ont été prises la main dans le sac à faire des choses de cet ordre-là, que ce soit simplement qu'on leur interdise de pratiquer leur métier. Il y a des idéalistes qui croyaient qu'on allait faire des choses de cet ordre-là. On leur donne des amendes qui ne représentent absolument pour rien et le système continue. Il n'y a pas d'autorité de régulation efficace en deux petits mots pour arriver à la chronique d'Alain Gérard Slama. Par exemple, en France, on a ce qu'on appelle une AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est censée, qu'on appelle le gendarme de la bourse et de la finance. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les conversations privées que j'ai eu l'occasion, parce que quand je travaillais dans la banque, on m'a dit, mais vous savez, le rapport de force, il est complètement défavorable au régulateur. C'est l'industrie elle-même qui indique au régulateur ce qu'il doit faire. On accepte ou on n'accepte pas. Alors on dit maintenant, le régulateur n'a pas fait son boulot. On ignore les rapports de force qui existent en arrière-plan. Ce sont ces rapports de force qui décideront s'il se passera quelque chose ou non. 8h27. Bonjour Alain Gérard Slama. Bonjour cher Marc. Et votre chronique porte sur l'épingle et le grain de sable, autrement dit, de Cantona à Bettencourt. Ah oui, je vais parcourir toute l'actualité d'hier parce que je trouve que ça rejoint presque l'univers des contes, ce qui s'est passé hier. Un vieux conte arabe rapporte qu'un petit artisan se désespérait de produire, en dépit de toutes ses précautions, une huile d'olive frelatée. Il consulta un expert qui, après avoir inventorié le fond de la cuve, en sortit une épingle rouillée. C'était l'explication savante. À l'évidence, il tenait avec cette minuscule pièce de métal la clé du désastre. À quoi cette allusion veut-elle conduire ? Étant ce matin en veine de métaphore, je la prolongerai par l'image du grain de sable que vous venez d'évoquer. Les Grecs anciens se posaient la question de savoir à partir de combien de grains de sable on obtient un tas. Et la réponse est pour le moins certaine. C'était le problème dit du sorite. Alors passons en revue maintenant les 3 occasions que nous avons eues hier de méditer sur la fable de l'épingle et du grain de sable. La première concerne l'appel évidemment de Cantona, l'ancien joueur de foot, invitant les déposants à vider leurs comptes dans les banques. Et cet appel est parti, comme vous le savez, d'un bref entretien remontant au mois d'octobre et reproduit en boucle sur plusieurs réseaux d'Internet. Il ne faut pas dire non plus que d'ailleurs cet appel n'a rien de bouleversant par le style et par le ton. Il est dérisoire, il est stupide aussi, tant il est évident que ses effets se retourneraient d'abord contre les plus pauvres, puis contre les contribuables. Il n'en fait pas moins la une des médias. Il a ému certains patrons de banque et jusqu'au ministre des Finances. Pour une raison assez clair, si j'en crois les experts. Une réduction même faible des liquidités des banques mettrait par exemple 5%, mettrait celle-ci dans une situation difficile et pour certaines ingérable. Alors, il est peu probable que l'ancien dieu des stades soit entendu par un grand nombre de déposants, mais son appel, c'est un peu l'épingle rouillée qui rappelle aux petits grains de sable que nous sommes, vous ou moi, Marc, évidemment pas nos glorieux invités, mais ça nous rappelle la force imprévisible prise par le jeu des interdépendances dans une société de plus en plus complexe et de plus en plus interactive. Et cette force, si elle est livrée à ses passions, comme le souhaite l'appel irresponsable du joueur de football, peut bloquer tout le système au détriment de tous. Les grains de sable ne peuvent se constituer en contre-pouvoir intelligent et efficace, autrement dit former un tas, que s'ils sont mobilisés dans le cadre des lois et des institutions. Vous avez cité par exemple l'autorité de régulation des marchés financiers, encore faudrait-il qu'elle marche. La seconde occasion de retrouver l'épingle et le grain de sable, ça a été le jugement du tribunal de Pontoise, qui a rendu responsable du crash du Concorde à Gonesse une lamelle en titane tombée d'un des C-10 de Continental et restée sur la piste. Jugement patriotique destiné à protéger l'image d'Air France, disent certains. Mais les accidents de la navette spatiale Challenger en 1986 et de la navette Columbia en 2003 avaient eu des causes aussi ténues, aussi minces. La complexité des techniques croît parallèlement à celle des sociétés. Notre survie est de plus en plus constamment à la merci d'un grain de sable. Quand on sait par exemple, il paraît qu'un chèque ça coûte normalement 20 € et que les banques ne nous le facturent pas. Quand on sait ça, peut-être qu'on raisonne différemment de la méthode Cantona. Heureusement qu'il se trouvera toujours des experts aussi pour nous rassurer en sortant une épingle
rouillé de la cuve. Et c'est bien ce qui vient de se produire, et avec l'accord conclu hier, qui a rétabli la paix au sein de la famille Bettencourt. Nous savions que l'enjeu de cette affaire était la possibilité d'une rupture du pacte d'actionnaires empêchant Nestlé de lancer une OPA sur L'Oréal et de faire passer le groupe à des intérêts étrangers. L'accord scellé hier consolide la position de la famille et parallèlement les intérêts de l'État. Libre à qui voudra de considérer que l'on aurait pu commencer par là. Bien des conséquences désastreuses de cette affaire sur l'esprit public et précisément sur la relation de l'opinion au milieu d'affaires auraient peut-être été évitées, mais il faut du temps et beaucoup d'experts pour trouver au fond de la cuve, cher Marc, l'épingle rouillée dont la présence n'explique rien, mais résout tout. Ah bah alors en matière d'experts, on en a quand même un tout à fait formidable, on va voir. Je crains que vous ne soyez d'accord sur rien, Paul Jorion, avec la chronique d'Alain Gérard Slama. Paul Jorion. Oui, mais c'est normal, il l'a fait pour me provoquer. Non, j'ai noté dans la chronique le retour du mot irresponsable qu'on a entendu effectivement au niveau du gouvernement. Et là, c'est évident. Je veux dire, si vous êtes contre la révolution, vous allez dire que la révolution est irresponsable. Si vous êtes en faveur de la révolution, vous pouvez utiliser aussi ce mot irresponsable, mais en réponse, en disant que par exemple faire un plan de rigueur alors qu'il faut relancer l'économie, que c'est irresponsable. Donc le mot irresponsable peut être utilisé, je dirais, dans les deux camps. Ce n'est pas une... Faites allusion à la relance, c'est ça la relance, oui. La relance, ça n'existe pas, parce qu'on ne peut pas faire la relance et la rigueur en même temps. On peut inventer un mot où les deux choses sont dites. Mais par exemple, dire relance, oui, ça peut être irresponsable, effectivement, vu dans une certaine perspective, parce que la rigueur n'est pas la bonne réponse à un certain nombre de choses qui se passent en ce moment. Ce qui serait responsable, par exemple, ce serait justement d'essayer de changer le rapport de force et de réguler la finance et, comme je le propose moi, de la réduire de 80% de son volume pour la réduire, pour la cantonner à faire des choses utiles au lieu de faire des choses nocives comme elle fait maintenant, comme spéculer sur les matières premières, des choses de cet ordre-là. Alors bon, tous ces petits jeux-là, on peut les juger absolument irresponsables. Le fait qu'on peut étouffer dans l'œuf une reprise en allant spéculer sur le prix du pétrole, c'est irresponsable. Donc le mot irresponsable, je veux dire, bon, c'est un mot qu'on peut utiliser de différentes manières selon la manière dont on se situe dans le paysage. Alain Gérard Slama. On va mettre en faillite. Responsable, Alain Gérard Slama. Non, il y a quand même une signification objective des mots sur les mots en rapport avec une idée ou une situation. En l'occurrence, est-ce que vous croyez vraiment que l'idée qui ne se concrétisera pas. Mais l'idée de mettre en faillite les banques, ça soit vraiment responsable que de la présenter comme un moyen de résoudre les problèmes qui sont ceux de notre société, quel que soit le contenu que l'on va lui donner au mot de révolution. Mais si on veut faire s'écrouler le système bancaire, c'est tout à fait logique, en tout cas, c'est tout à fait logique et tout à fait rationnel de dire aux gens d'aller retirer leur argent du système. Parce que comme vous le dites, le système n'est pas fait pour ça, n'est pas fait pour qu'il y ait un grand nombre de gens qui se présentent à la banque pour retirer leur argent. Pourquoi ? Parce que la manière dont ça fonctionne, c'est que l'argent des déposants, les banques font un calcul par rapport au nombre de jours pendant lesquels les gens laissent leur argent sur leur compte, etc. Et elles utilisent cet argent. Cet argent est, en fait, il est prêté pour différents usages, etc. Par conséquent, oui, le système, si la question est de savoir est-ce que le système bancaire est vulnérable à ce type d'action, oui, bien sûr. Est-ce que le fait que quand quelqu'un qui a de l'influence parce qu'il est connu, dit il faut punir les banques, le fait que ça ait tant d'écho, il faudrait quand même que des gens au sommet fassent attention à ça, plutôt de se demander si un footballeur a le droit ou non d'exprimer une opinion sur le sujet de la révolution. Chaque citoyen peut dire une révolution est nécessaire. Bon, je ne dis pas qu'il a raison de le faire, je dis simplement qu'un citoyen quelconque, qu'il soit footballeur, qu'il soit anthropologue, qu'il soit banquier, a le droit de dire, selon moi, la situation est complètement bloquée. Selon moi, depuis 3 ans, les autorités n'ont pas pris la situation en main. Elles se sont arrangées pour que les investisseurs, le milieu de la finance ne perdent pas un centime et n'a pas perdu un centime jusqu'ici. Il suffit de voir la distribution du patrimoine qui va encore s'accélérant, mais que par ailleurs, on enlève aux citoyens ordinaires un tas d'avantages qu'il avait avant, qui avaient été conquis, qui n'étaient pas nécessairement donnés automatiquement, mais qui rendaient un certain type de
système à deux vitesses comme le capitalisme actuel qui le rendait tolérable à la masse. Si on enlève ce qui rendait ce système tolérable à la masse, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des conséquences. Mais tout de même, Paul Jorion, est-ce qu'il n'y a pas, dans les temps que nous vivons, quelque chose d'extrêmement compliqué à démêler sur les opinions telles qu'elles se succèdent les unes après les autres? Le même Éric Cantona, on va dire Éric Cantona, on va prendre l'exemple du footballeur qui gagne énormément d'argent. Il y a quelque temps, ces footballeurs qui gagnent énormément d'argent sont montrés du doigt par une opinion qui dit que leur salaire et émolument est indécent, trop gros, qu'il y a suspicion sur savoir quel sportif ou quel autre sportif met son argent en Suisse ou dans quelques paradis fiscaux. Et puis tout d'un coup, un sportif décide qu'il faut vider son compte bancaire et le voici devenu un héros. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même parfois quand même quelques paradoxes dans ces